Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Focus cette semaine sur la Pologne. La Pologne régulièrement dans la rue pour défendre la démocratie et l'audiovisuel public. Réaction à une chasse aux sorcières dans le pays où depuis janvier, une nouvelle loi concernant les médias, il y a eu une vague de licenciements de journalistes sans précédent pour étouffer les critiques. Est-ce une nouvelle étape dans la prise de contrôle par les conservateurs de tous les leviers de pouvoir? Ils ont été vainqueurs des élections législatives en octobre dernier. En tout cas, ces mesures prises par les conservateurs polonais rappellent celles instaurées par le pouvoir hongrois pour mener sa politique sans aucun obstacle. Alors que les partis au pouvoir cèdent un à un au nationalisme ultra-conservateur, l'Europe semble impuissante. A-t-elle les moyens de réagir? On en débat en seconde partie d'émission. Should I stay or should I go? L'actualité, c'est aussi cet accord qui permet d'éloigner pour un moment la perspective d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. 30 heures de négociations et un accord dégagé à Bruxelles le week-end dernier. David Cameron est reparti chez lui avec le statut spécial et les garanties qu'il réclamait. À Londres, le Premier ministre britannique a annoncé la tenue d'un référendum le 23 juin sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union. D'ici là, il va tenter de convaincre ses compatriotes de rester parmi les 28. Avant de débattre avec mes invités, la députée européenne et ancien commissaire Viviane Reding, Yannick Jadot, député européen écologiste et le correspondant de Libération à Bruxelles, Jean Quatremer, avant de débattre, on va revenir sur les termes de cet accord qui permet d'éviter pour un moment un Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Olivier Boulinck. Un discours eurosceptique pour rester dans l'Union. David Cameron était à Westminster pour défendre l'accord trouvé à Bruxelles. Le message est clair, pour lui l'Europe est un marché, rien de plus. Depuis notre intégration, l'Europe a été sur la voie d'une union politique. Nous n'avons jamais aimé ça, nous ne l'avons jamais voulu. Maintenant, la Grande-Bretagne pourra choisir légalement d'être en dehors de ce processus. Nous prendrons de l'Europe ce qui nous arrange pour influencer sur les décisions qui nous concernent en ayant toujours un pouvoir de décision dans le plus grand marché du monde. Le Premier ministre a eu ce qu'il voulait, un statut spécifique pour le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. David Cameron se targue notamment d'avoir obtenu de nouvelles restrictions sur l'accès à certaines aides sociales pour les ressortissants des pays de l'UE vivant au Royaume-Uni. Autre succès pour le Premier ministre, une plus grande protection du centre financier de la City. Au 10 Downing Street, ce sont les membres du gouvernement qu'il a fallu convaincre, un appel à la raison. Je pense que nous serions plus en sécurité dans une Europe réformée pour continuer de travailler avec nos partenaires européens pour lutter contre le terrorisme. Être leader d'un des plus grands ensembles du monde nous rendra plus forts. Plus fort en ayant moins d'obligations envers l'Union européenne. Autant d'arguments qui n'arrivent pas à rallier tous les membres de son propre camp. Le maire conservateur de Londres votera pour la sortie de l'Union. J'aimerais construire une nouvelle relation avec l'Europe, plus basée sur le commerce et la coopération, moins sur des réglementations supranationales. La dernière chose que je veux, c'est m'opposer à David Cameron et à son gouvernement. Mais après y avoir bien réfléchi, je ne peux pas faire autrement. Je voterai pour une sortie de l'Union européenne. Selon un sondage, les Britanniques se disaient en majorité pour le maintien de leur pays dans l'Union européenne. Le camp qui veut rester dans l'UE a de bonnes raisons d'être confiant. Les indécis sont moins prompts au risque. Ils voient le Brexit comme une option incertaine. Je pense que les arguments des politiques qui veulent sortir de l'Union européenne peuvent se retourner contre eux. Les attaques terroristes à Paris, la crise des réfugiés ou les questions liées à l'immigration en Grande-Bretagne qui suscitent beaucoup d'inquiétudes. Tout fait que l'option du maintien pourrait garder l'avantage. Fin du suspense le 23 juin, jour du référendum. Voilà, reportage d'Olivier Boulinck. Nous ont rejoint sur ce plateau Viviane Reding. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du Luxembourg, membre du groupe PPE, qui représente la droite ici au Parlement européen. Vous étiez il n'y a pas si longtemps commissaire européenne, chargée des droits de l'homme et vice-présidente de la Commission européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, français, écologiste. Vous disiez il n'y a pas longtemps, je ne suis pas pour garder la Grande-Bretagne à tout prix, que David Cameron prenne ses responsabilités. Enfin, Jean Quatremer, qu'on ne présente plus,
ici à Europe Hebdo. Vous êtes un peu notre boussole. Bonjour, vous êtes surtout correspondant du journal Libération à Bruxelles. Voilà, référendum le 23 juin. David Cameron a 4 mois pour convaincre ses compatriotes de rester dans l'Union européenne. Il est sorti gagnant de cette épreuve de force avec Bruxelles, Viviane Reding. Je ne pense pas. Je pense que c'est l'Europe qui est sortie perdante. Et on a réussi maintenant pendant des années à faire sans la Grande-Bretagne parce qu'elle ne participe à aucune des politiques fortes à part celle du marché. Alors on pourrait très bien faire sans elle. Et j'attends le moment véritablement où ils sortent et nous laissent continuer sur la voie que nous avons choisie ensemble sans la Grande-Bretagne. Qui a gagné? David Cameron, l'Europe? Les extrêmes droites, les cyniques, les tacticiens ont gagné, parce qu'au fond, tout ça, c'est un pari tactique pour Cameron, pour rester au pouvoir. Il se fout royalement de l'avenir de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Il est totalement cynique quand il dit « je déteste Bruxelles » et quand il dit dans votre reportage « l'Europe, c'est simplement ce que j'en veux ». Et au fond, c'est un tapis rouge pour toutes les extrêmes droites, pour tous ceux qui refusent l'Europe, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça raconte cette histoire? Qu'on peut aller à Bruxelles, taper du poing sur la table, obtenir des concessions, obtenir le détricotage d'une Europe qui ne fonctionne pas. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire plus d'Europe sur l'Europe fiscale, sur l'Europe de l'investissement, sur l'Europe sociale. Donc c'est de sortir du statu quo qui est terrible, et là on a détricoté. Et je suis extrêmement en colère vis-à-vis du président Hollande, vis-à-vis des autres chefs d'État et de gouvernement européens qui laissent l'affaire se détricoter. Et quand j'entends un président de la République, au bout de son quinquennat, nous dire « je prendrai des initiatives » après le référendum britannique, je trouve que c'est du renoncement absolu en matière européenne. C'est très grave. Sur le détail de l'accord, Jean Quatremer, au niveau des prestations sociales, il différencie citoyens britanniques et le reste des Européens? Le détail de l'accord, je vous dire franchement, on s'en fiche. Ouais. La question ne se pose absolument pas en ces termes-là. C'est un problème britannico-britannique. Je pense que les chefs d'État et de gouvernement, l'Union européenne, la Commission, on n'aurait jamais dû négocier avec la Grande-Bretagne. Parce que là, il ne s'agit pas d'un traité qui a été rejeté par un parlement, par un peuple, lors d'un référendum. Ils ont un problème, et un problème interne vis-à-vis de l'Europe, qu'ils n'ont jamais réussi à régler. Ils ont adhéré en 73. En 75, ils font un premier référendum. Est-ce que ça règle le problème britannique en Europe? Non. Et le référendum est positif. Dès l'accession au pouvoir de Margaret Thatcher, en 79, elle bloque, c'est « I want my money back ». Et ensuite, une série de crises permanentes. Quelles que soient les concessions qu'on ait faites à la Grande-Bretagne, on a eu droit un an après, 6 mois après, 2 ans après, à de nouvelles demandes de concessions. Donc là, ça suffit. Les chefs de gouvernement, s'ils avaient été un petit peu courageux, auraient dit à Cameron, c'est ton problème, ça n'est pas le nôtre. Et effectivement, là, je rejoins Yannick sur la responsabilité de François Hollande, parce que bon, la chancelière allemande aurait pu faire quelque chose, mais elle est empêtrée dans la crise des réfugiés et où tout le monde la laisse tomber, elle est seule dans cette affaire. François Hollande aurait pu, s'il avait eu un minimum d'idées sur l'Europe, dire, écoutez, on a un problème avec les Britanniques qui se décident, ils vont sans doute partir, c'est pas notre problème. Mais nous allons approfondir l'Union européenne. J'ai des idées pour cela. Et bien, François Hollande, encore une fois, n'a rien fait. Le seul moment où il a tapé du poing sur la table pendant ce Conseil, il a tapé du poing sur la table. C'est pour demander une interruption de séance de 2 heures pour aller parler à France Inter, devant son opinion publique nationale. Bravo, quel courage. Un problème donc britannique, vous dites, en Grande-Bretagne, en tout cas, l'inquiétude des milieux d'affaires après le ralliement du bouillonnant Boris Johnson aux partisans d'une sortie de l'Europe. La livre sterling a dévissé à son niveau le plus faible en 7 ans, car les marchés s'inquiètent du poids que pourrait avoir le maire de Londres sur le référendum du Brexit. Johnson est iconoclaste, très populaire. David Cameron lui a d'ailleurs répondu lors d'un échange musclé. On écoute et on réagit juste après. Puis-je demander à mon cher ami le Premier ministre d'expliquer au Parlement et au pays en quoi cet accord nous rend la souveraineté dans le domaine de la fabrication de la loi, ici, dans cette Assemblée. Cet accord nous redonne un certain pouvoir sur les allocations, il nous redonne un certain pouvoir sur l'immigration, il nous redonne un certain pouvoir sur les sauvetages financiers. Mais plus que ça, parce qu'il ne sera jamais d'une union toujours plus étroite. Il signifie qu'à l'avenir, aucun tribunal européen ne pourra plus prévaloir sur ce pays.
Voilà, échange musclé au sein même du Parti conservateur, on est divisé. C'est pas gagné pour le référendum. Ce n'est pas gagné, mais Johnson espère gagner la présidence du gouvernement. C'est un cirque complètement... On a importé en fait un problème britannique en Europe. C'est un cirque complètement britannique qui se joue en ce moment et nous en souffrons. Et voyez-vous, regardez un peu, l'Europe est comme une grande famille et il y a dans cette famille un qui toujours veut faire autrement et qui surtout au moment où la famille est fragilisée, où il faudrait serrer les rangs, fait de nouveau des siens. Alors je pense que nous devrions collectivement une fois dire que c'en est assez et que nous serons beaucoup mieux sans la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle ne fait pas partie de la zone euro, elle ne fait pas partie de Schengen, elle a même eu des dérogations sur le budget européen. Vous vous rappelez le « I want my money back » de Margaret Thatcher. Est-ce que ce serait vraiment terrible que les Britanniques sortent une bonne fois pour toutes de l'Europe? Ça ne serait pas une bonne nouvelle. Vous savez, on a été pendant quelques années, ces dernières années, entre deux options. Soit ce serait dramatique qu'on perde un membre de la famille, parce que ce serait la dynamique d'intégration et de construction collective vers le futur qui serait perdue. L'autre option, c'est de dire, au fond, le statu quo de l'Union européenne aujourd'hui, ça ne marche pas. Le statu quo nous fait reculer, fait gagner tous les nationalismes et nous empêche de prouver l'absolue nécessité de l'Union européenne. Donc on avait le choix entre ces deux options, garder tout le monde ou avancer avec ceux qui veulent avancer. Et moi aujourd'hui, j'ai clairement choisi mon camp. Si la Pologne ne veut plus avancer, on en parlera sur la solidarité, tout ça, on doit trancher, on doit parler de la solidarité et des budgets. Si la Grande-Bretagne veut sortir, mais qu'elle assume ses responsabilités. Vous entendez le discours, au fond, c'est de dire, nous voulons uniquement ce qui nous intéresse dans l'Union européenne et au fond, nous voulons uniquement défendre les intérêts de la City. Et donc, c'est là, au fond, c'est les porteurs de la crise financière, c'est les porteurs d'un dérèglement profond de nos économies qui gagnent dans cette affaire. C'est vraiment dramatique. Ce qui va être intéressant, ça va être sur les conséquences sur la Grande-Bretagne elle-même. Les sondages aujourd'hui montrent que l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord sont prêts à voter à peu près à 77%, 80% pour rester dans l'Union. Ce sont les Anglais qui veulent sortir de l'Union et encore pas Londres. C'est vraiment la campagne anglaise qui va voter pour sortir de l'Union. Qu'est-ce qui va se passer si ça se confirme? C'est-à-dire que le oui l'emporte uniquement grâce à l'Angleterre. La Grande-Bretagne va exploser. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils vont effectivement nous poser un problème interne, mais à côté du problème britannique qui risque d'imploser dans cette affaire, ça va être rien. Nous, ça nous permet, alors je pense effectivement qu'il risque d'avoir un effet délétère sur l'Union européenne, mais qui risque d'être effacé par la disparition pure et simple de la Grande-Bretagne. Et au passage, on risque de gagner sans doute l'Écosse qui voudra adhérer, rester dans l'Union européenne, voire l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, c'est moins sûr, mais ça va être extraordinaire. Donc Cameron, dans cette affaire, c'est vraiment l'incendiaire, vraiment, c'est le pompier incendiaire. C'est dramatique ce qu'il a fait. Parce qu'il joue avec l'Europe, il joue avec son pays, et tout ça, comme disait Viviane Reding tout à l'heure, uniquement pour des questions de politique intérieure, non pas à la Grande-Bretagne, mais au Parti conservateur. C'est ça qui est dingue. Je vous propose si vous voulez, on peut faire une comparaison. C'est qu'on faisait tout à l'heure, avant le début de l'émission. C'est Laurent Fabius, en 2005, face à François Hollande. Laurent Fabius a joué l'avenir du pays pour prendre le contrôle du Parti socialiste face à François Hollande. Merci Laurent Fabius, ça le dit, ça paye, il est président du Conseil constitutionnel. Et donc c'est exactement ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, voilà. Bon, je vous propose de refermer cette page sur le Brexit et je vous propose maintenant qu'on aille ensemble un peu plus à l'est de l'Union européenne, en Pologne. C'est une chasse aux sorcières en Pologne où, depuis janvier, une nouvelle loi concernant les médias, il y a eu une vague de licenciements sans précédent de journalistes pour étouffer les critiques face au tollé. La première ministre polonaise s'est défendue le mois dernier devant le Parlement européen. Pologne, les conservateurs au pouvoir mettent les médias au pas. C'est un reportage à Varsovie de Germain Andrieux. La Pologne dans la rue pour défendre la démocratie et l'audiovisuel public. Votée la nuit du 31 décembre et promulguée tout début janvier, une nouvelle loi a déjà permis de remplacer les dirigeants de la télé publique polonaise et plusieurs journalistes ont été remerciés. Désormais, c'est le ministère des Finances qui nomme directement les dirigeants des médias publics. Leur contrat est plus précaire, ils peuvent être envoyés
à tout moment. Tous ceux qui ne sont pas nationalistes, catholiques ou traditionnalistes n'auront plus la possibilité d'exprimer leur opinion. Cela ne me plaît pas du tout. J'espère que l'Europe va continuer de faire pression sur la Pologne, qu'elle ne décevra pas les Polonais comme elle a déçu les Hongrois, qui n'arrivent pas à s'arracher à la quasi-dictature dans laquelle ils sont. Je compte sur l'Europe pour ne pas nous laisser tomber. L'Europe s'inquiète et demande des comptes. Une procédure d'enquête sur la sauvegarde de la démocratie est enclenchée. Alors la liberté d'expression est-elle en train de disparaître en Pologne ? Bienvenue à la Gazeta Wyborcza, le premier quotidien d'opposition du pays. Ce soir, le débat sur la démocratie et la liberté d'expression fait salle comble. Les invités, les journalistes et les patrons de presse fraîchement débarqués. C'est surtout les programmes d'information qui ont beaucoup changé. Dans ces rendez-vous clés de l'info, ils ont immédiatement changé les personnes. Tous les directeurs des programmes qui étaient opposés au nouveau régime et d'autres, comme moi, qui ont préféré démissionner. À partir de mars, il y aura peut-être de nouveaux programmes culturels sur le théâtre ou le cinéma, mais là, il faut encore attendre. Face à eux, plusieurs générations et des militants pro-démocratie. Ces journalistes restent très populaires, comme cet ancien présentateur du journal télévisé. Je viens vous remercier au nom de toute ma famille. Moi, vous savez, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai 73 ans. Je ne peux pas vous en dire plus, je suis ému, mais je vous félicite. Face au risque de censure, il existe encore plusieurs garanties avec 2 chaînes d'information privées et surtout Internet et les réseaux sociaux. Du côté de la télé publique, le regard est bien sûr tout à fait différent. Magdalena vient d'être nommée à un poste de direction, mais elle refuse toute étiquette politique. En Pologne, cette chasse aux sorcières n'a rien de nouveau. Quand il y avait le PO qui est arrivé au pouvoir, oui, il y a 8 ans, ils ont tout fait pour prendre la télévision, la radio publique, et ils ont nettoyé les gens qui travaillaient, qui étaient, disons, du parti de l'opposition. Je suis très inquiète par ce qui se passe dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne a été très mal informée. Ils ont pris le parti d'un seul parti. Pas de dictature, mais des inquiétudes et une procédure de sauvegarde de l'état de droit lancée par l'Europe. Une procédure rare mise en place en 2014 pour la Hongrie de Viktor Orban. Vous savez, ici, la situation est tout à fait différente avec la Hongrie et la Russie, où l'opposition est très faible. En Pologne, l'opposition est bien structurée et solide face au gouvernement. Elle est soutenue par l'opinion publique. Elle a presque les mêmes forces que le parti au pouvoir, donc c'est tout à fait différent. Mais en même temps, c'est une situation très conflictuelle. Le PiS, le parti gouvernemental Droit et Justice, s'appuie sur le soutien de la population lors des dernières élections et réclame la souveraineté du pays. Mais une nouvelle loi sur les médias, plus ample et plus radicale, est déjà prévue pour le printemps prochain. Voilà un reportage de Germain Andrieux. Viviane Reding, on vous connaît bien hein, en France en 2010 concernant les Roms. En France, c'est leur expulsion. Hein, vous aviez mis en garde la France. À l'époque, vous étiez commissaire en charge des droits de l'homme. Vous aviez même osé un parallèle avec les déportations de la Seconde Guerre mondiale. Sur la Pologne, vous feriez la même mise en garde hein, concernant ces droits et libertés bafouées, la liberté de la presse? Ce qui se passe en Pologne est extrêmement grave et c'est pour des cas pareils que j'ai créé en mars 2014 ce cadre État de droit. Après l'expérience faite avec la Hongrie, après l'expérience faite pour le démantèlement de la Cour supérieure aussi avec la Roumanie. Donc il fallait un instrument pour pouvoir agir. Je n'aurais jamais cru à l'époque, en 2014, que cet instrument serait mis en pratique pour la Pologne. Parce que la Pologne, rien ne va plus. La seule chose qui va encore, et on l'a vu dans le reportage, c'est qu'en Pologne, il y a une société civile qui se bat dans la rue. Il y a une opposition, ce qui n'existait pas en Hongrie.
Donc en Pologne, on l'a entendu dans le reportage, les partisans du pouvoir, ils disent que l'Europe, elle a été mal informée à cette chasse aux sorcières. C'est normal, ça se fait depuis toujours. On a gagné les élections, c'est la démocratie. On peut changer les journalistes comme on veut. Et l'Europe, est-ce qu'elle a pris le parti de l'opposition finalement? Il faut voir une chose, c'est que en Pologne, le parti Droit et Justice n'a obtenu que 37% des voix et 52 ou 51% des sièges. Donc c'est pas la situation hongroise. Il est majoritaire, il a formé un Premier ministre. Il est majoritaire, mais il n'a pas la majorité nécessaire pour modifier la Constitution. Ce qui est complètement différent en Hongrie, où ils ont obtenu 2/3 des voix, 2/3 des sièges. Et donc Viktor Orban, on peut le critiquer, mais il a la légitimité pour transformer, le Premier ministre hongrois, effectivement, a la légitimité pour transformer son pays en quelque chose qui ne nous plaît pas, mais c'est légitime. En Pologne, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tordre l'état de droit pour imposer, en fait, de facto, une réforme de la Constitution qui porte atteinte aux libertés publiques. Alors face à ça, c'est vrai que l'Europe, elle est très démunie. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est d'abord un marché unique. C'est vrai qu'on a des règlements, on a des textes extrêmement précis sur la taille des boîtes de petits pois, sur la façon dont elles doivent fabriquer le rétroviseur d'un tracteur, etc., les normes des ascenseurs. Mais on n'a rien sur l'état de droit. Parce que les traités ne le permettent pas. C'est-à-dire qu'en clair, on est une union d'États souverains aussi. Oui, parce qu'en fait, pour rentrer dans l'Union européenne, il faut être parfait, plus que parfait. Puis une fois qu'on est dedans, on fait ce qu'on veut. Mais vous savez, la Pologne, là, on critique. Mais on pourrait faire exactement la même chose en France. Amnesty International vient de rendre un rapport sur les dérives autoritaires en France qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'avec l'état d'urgence, avec la transcription dans la loi, le droit pénal, des mesures de l'état d'urgence, les perquisitions, le fait qu'on mette à l'écart le juge judiciaire, etc., c'est la même chose. Je vous rappelle quand même aussi que Nicolas Sarkozy avait décidé de nommer lui-même les PDG des services audiovisuels publics en France. Donc, Yannick Jadot, on dérive tous. Yannick Jadot, la situation est comparable? La situation en Pologne est comparable avec la France? Non, je ne crois pas. Là, ils veulent faire des médias, au fond, l'ORTF qu'on avait en France, c'est-à-dire on choisit non seulement les directeurs, mais on choisit la ligne politique des médias et on choisit les journalistes. Là où la journaliste a raison, c'est vrai que d'autres l'ont fait avant. Mais ça ne justifie pas que le parti public Droit et Justice le fasse à son tour. Ils sont en train de transformer le tribunal constitutionnel pour faire en sorte qu'au fond, le tribunal constitutionnel ne puisse plus s'opposer à une quelconque loi qui viendrait en infraction de la Constitution polonaise. Donc là, il y a effectivement une dérive autoritaire, une dérive antidémocratique. Et ce qui est inquiétant, alors il y a des moyens, et ça a été le travail qu'avait fait notamment la commissaire Reding, mais vous vous souvenez quand Jörg Haider était arrivé dans une coalition en Autriche, tout le monde était furieux, tout le monde avait combattu ce gouvernement de coalition. La difficulté, et là ça rejoint un peu ce que dit Jean Quatremer, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gouvernements se mettent à la faute sur l'état de droit. Les Danois qui spolient les biens des réfugiés. Regardez ce qui se passe en Finlande, regardez ce qui se passe un peu partout en Europe. Et qu'au fond, on a une coalition de gouvernements qui disent « je ne vais pas taper sur les Polonais parce que je ne suis pas capable de savoir ce que je vais faire demain qui va être contraire aux libertés publiques et à l'état de droit ». Donc c'est ce... Yannick, je voudrais juste interrompre, parce que quand même en France... Imaginons qu'en France... Non, mais je combats l'état d'urgence, l'absence de judiciarisation. Regardez, on vient de nommer, François Hollande vient de décider de nommer son ministre des Affaires étrangères président du Conseil constitutionnel. Et le Parlement n'a aucun moyen de s'y opposer. Il faut que 2/3 des députés votent contre. C'est-à-dire, en clair, ça n'arrivera jamais. À la Pologne, voilà. Donc, on nomme ses amis et ses copains pour contrôler la loi constitutionnelle. Vous parlez des médias. Mais moi, je vais vous dire, regardez ce qui se passe en France. C'est pas le public, mais dans le privé. Qu'est-ce que fait Bolloré, par exemple, sur Canal+. C'est la même chose. Alors effectivement, c'est pas l'État. Donc les dérives sont générales. À la Pologne, on a l'impression que les peuples de l'Union européenne semblent tentés par les régimes autoritaires, comme le montrent la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Mais c'est toujours le même système. Il y a un gouvernement qui ne satisfait pas, on vote un gouvernement extrême et ce gouvernement extrême prend des mesures autoritaires. Et ça commence toujours, mais à chaque fois ça commence par la justice. Le tribunal constitutionnel, il est mis hors usage. Ça s'est passé en Roumanie sous les socialistes, ça s'est passé sous un gouvernement de droite en Hongrie, ça se passe
passe sous un gouvernement de droite maintenant en Pologne. Et puis la même chose, le ministre de la Justice devient en même temps procureur. Vous imaginez ça? La séparation des droits, c'est pas possible. Les juges doivent démontrer qu'ils n'ont pas eu pendant 5 ans une affiliation à un autre parti que celui au pouvoir. C'est-à-dire ça dérègle tout ce que nous avons comme règles de justice, règles de déontologie, règles de droit commun. On a aussi l'impression qu'il y a une certaine arrogance chez beaucoup de pays d'Europe centrale qui, d'un côté, se permettent de critiquer les règles, le fonctionnement de l'Europe, ses valeurs, la liberté de la presse, mais de l'autre côté, ils sont bien contents de recevoir l'aide financière de l'Europe. L'Europe, c'est quoi? Une machine à cash. Les deux plus grands bénéficiaires de ces fonds européens, des fonds structurels, sont la Pologne et la Hongrie, avec respectivement 86 milliards pour la Pologne et 25 milliards pour la Hongrie, alors que ces dirigeants sont eurosceptiques. C'est normal? C'est 4% de leur PIB. Alors les choses sont en train de changer. Et ça, c'est aussi très inquiétant, aussi inquiétant que le Brexit. Matteo Renzi, lors du Conseil européen de la semaine dernière, a enfin dit son fait aux Polonais et aux Hongrois en disant, écoutez, la solidarité, c'est à double sens. Si vous ne voulez pas accueillir les réfugiés, on va vous couper les fonds structurels. À Berlin, on dit la même chose. Et moi, j'ai parlé avec des dirigeants italiens qui m'ont dit, maintenant, ils commencent à nous fatiguer. La chute du mur, c'est 89. Ils continuent à nous aboyer au visage comme si on était responsable de ce qui s'était passé avant 89. Et nous allons leur parler sur le même ton. Et c'est vrai que ça risque de se passer. C'est-à-dire qu'on va négocier le budget européen à partir de 2018, 2019, je crois. Et ça va être sanglant parce que là, ça va être le donnant-donnant. Avant de nous quitter, je voulais qu'on dise un mot sur la fermeture des frontières entre la Pologne, entre la Belgique et la France. Mais on est toujours sur le thème de la crise des réfugiés. Fermeture des frontières par peur des migrants provenance de Calais. Yannick Jadot. C'est dramatique. On voit un système qui s'affaisse. Je veux dire, la remise en cause de la liberté de circulation, c'est au fond mettre la tête dans le sable sur tous nos sujets. Ouais. Sur la question des réfugiés, on laisse Madame Merkel tout gérer. Et forcément, ça devient un problème chez elle. On lui a laissé tout gérer la Grèce et c'était un problème pour les Grecs. Aujourd'hui, les Grecs ont besoin de solidarité. Les Allemands ont besoin de solidarité. Tout le monde, au fond, il y a un nouveau pulse qui est en train de se faire. Les Polonais veulent la solidarité, mais ils ne veulent pas d'intégration politique. Tous les autres veulent la solidarité pour gérer ensemble les problèmes. Donc, il y a une démarche à faire pour nos dirigeants qui est de dire faisons de l'investissement, redonnons du sens au paquet européen, que ce soit sur les libertés publiques comme sur les opportunités économiques et sociales. Et si on redonne du sens, là, si on redonne au fond un ballon d'oxygène en matière d'investissement, on peut rediscuter du reste. Viviane Reding, c'est la fin du principe de libre circulation des personnes? Je voudrais quand même revenir à votre question qui a complètement été oubliée. Eh bien, l'effet de Calais sur la fermeture des frontières entre la France et la Belgique, et on revient au début de notre discussion, c'est grâce à la politique de la Grande-Bretagne. Parce que là aussi, on voit qu'il n'y a pas de solidarité. Or, une famille sans solidarité, ça ne peut pas fonctionner. Ils doivent faire quoi, les Anglais, selon vous? Mais les Anglais doivent prendre sur eux la partie des réfugiés. Ils ne font pas partie de Schengen, ils ne font pas partie de la charte sociale, ils ne font pas partie de la charte des droits fondamentaux, ils font partie de rien. La frontière britannique, c'est en Grande-Bretagne. Voilà. C'est pas à Calais. C'est pas à Calais. Et c'est pas à Calais. Ce sera de Viviane Reding, Yannick Jadot, Jean Quatremer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique du Parlement européen ici à Bruxelles avec Pascal Simard à la réalisation. On n'en parle pas souvent. Ils sont derrière la caméra, mais ils font un vrai bon travail. Merci à eux. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi à cette même place. D'ici là, restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Bye bye.